Branché vous propose toujours des idées d'activités et aussi vous offre des nouvelles sur ce qui se passe sur le territoire. Donc, pour le segment Vie d'ici, on débute avec cette activité qui est le Géo-Rallye de la Chambre des commerces de Stoneham et Tewksbury. Ça se tiendra le 10 octobre prochain et les détails concernant l'événement sont sur la page Facebook de l'organisation. Ensuite, l'automne est commencé depuis peu, mais c'est déjà le moment de parler de l'hiver. À la station touristique de Stoneham, jusqu'au 25 octobre, il est possible d'acheter votre abonnement pour la saison de ski sur la boutique web exclusivement. Avant l'hiver, sachez que tous les sentiers de la station sont accessibles à vos chiens, à condition qu'ils soient en laisse. C'est encore le temps de profiter de la belle saison des couleurs. Au centre de ski Le Relais, ils offrent un nouveau programme privilège pour la saison, un programme qui protège les amateurs de ski et de planche aux scénarios qui pourraient se produire. Si la saison est interrompue, rien n'est perdu pour vous et si la saison se déroule comme prévu, vous payez le prix de la prévente du printemps dernier. Les détails sont sur skirelais.com. Toujours à Lac-Beauport, nous tenions à vous dire qu'une offre d'emploi pour la Maison des jeunes a été affichée. Vous aimeriez travailler à la MDJ Le Cabanon? Tous les détails concernant l'offre d'emploi se trouvent sur leur page Facebook. Chloé en a parlé lors de l'émission Vue de chez vous, mais nous tenons à vous rappeler que jusqu'au 12 octobre, c'est la semaine de la consommation locale et le regroupement du lac vous invite à consommer ici. Depuis le 27 septembre, la Bulle Boutique de Sainte-Brigitte de Laval est à nouveau ouverte les dimanches. La Bulle Boutique est une boutique familiale écologique qui se démarque par son service. Vrac et détails vous sont offerts en boutique ainsi qu'en ligne. À l'inverse, pour le restaurant Les Frères Turcs, sachez qu'ils fermeront leurs portes les dimanches jusqu'à nouvel ordre, vu un manque de personnel. Connaissez-vous le marchébleu.ca? C'est une épicerie en ligne avec des produits 100% québécois. Du pain aux fruits et légumes et jusqu'à la boucherie. D'ailleurs, le dépanneur Arsenault de Stoneham et Tewksbury offre sur la plateforme numérique leurs saucisses sans gluten, un vrai régal d'aliments des cantons et aliments Arsenault. Poursuivons avec une triste nouvelle qui touche l'entreprise de Stoneham et Tewksbury, Marie-Soleil Mode. Vu un manque de personnel, elle devra fermer ses portes à la fin de la saison hivernale. D'ici le printemps, on vous invite donc à vous procurer des morceaux qui vous garderont au chaud. Maintenant, parlons du défi des couleurs qui a annoncé que la tenue de son événement en octobre était impossible vu les mesures demandées et la zone rouge qui touche notre grande région. On se reprend en 2021. Chaque automne, la Société de protection des forêts contre le feu, la SOPFEU, intervient sur une trentaine d'incendies en forêt. Les activités récréatives comme la chasse sont en partie responsables de ces incendies. Afin d'éviter des situations fâcheuses, la SOPFEU recommande aux chasseurs de maintenir de bonnes pratiques pour prévenir les incendies de forêt. Les quelques heures d'ensoleillement suffisent à assécher les feuilles mortes, les brindilles et aussi les petits combustibles qui s'accumulent au sol. Il faut donc toujours demeurer vigilant avec l'utilisation du feu et consulter le danger d'incendie avant d'accéder à la forêt. À la dernière émission de Branché, je vous ai parlé d'un nouveau sentier qui allait bientôt ouvrir au Parc national de la Jacques-Cartier. Eh bien, c'est maintenant chose faite. L'escarpement vous offre un total de 9,3 km aller-retour de niveau difficile. Je vous rappelle de vérifier si les accès pour le parc sont déjà comblés avant de vous y rendre. Et avec la situation actuelle, n'oubliez pas qu'il faut acheter votre accès avant votre arrivée. C'est le moment du segment de la MRC de la Jacques-Cartier sur Branché. Cette année, pour le concours La carte de Noël régionale, la MRC vous propose une série de tutoriels sur le web. Il y a plusieurs techniques de peinture qui sont explorées, dont l'aquarelle, l'acrylique ou la gouache. Nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 19 octobre pour soumettre vos œuvres et participer en très grand nombre. Vous pourrez voir tous les détails d'ailleurs sur notre site web. Cet automne, profitez de votre cour arrière qui représente le plus grand terrain de jeu de Québec. Mettez du plein air à votre horaire et profitez des paysages grandioses que la région vous offre. Par quelle activité vous laisserez-vous tenter? Par une randonnée en montagne ou en vélo? Pourquoi ne pas essayer une nouvelle activité comme le vélo de montagne ou encore vous détendre en pleine nature dans l'un des spas? Faites une escapade en amoureux dans l'un des magnifiques chalets de notre région ou encore passez une fin de semaine en famille dans un dôme à dormir à la lueur des étoiles. Inspirez-vous davantage au jacques-cartier.com. Un nouvel outil visant à faciliter la vie des citoyens de la région vient d'être mis en ligne sur le site Internet de la MRC de la Jacques-Cartier. Le bottin des ressources communautaires présente tous les organismes offrant des services dans la région. Accompagnement, aide à domicile, soutien, écoute, aide alimentaire. Découvrez tous les organismes qui pourraient vous venir en aide. Mentionnons que l'inscription au bottin des ressources communautaires est gratuite et réservée aux organismes communautaires offrant des services sur le territoire de la MRC de la Jacques-Cartier. Consultez-le dès maintenant à l'adresse indiquée à l'écran.
En 2020, il y a de plus en plus de place pour les femmes en affaires. Les femmes en affaires font avancer l'égalité des sexes et aident à construire le monde entrepreneurial de demain. Un monde qui est plus égalitaire. Les femmes propriétaires d'entreprises reçoivent assez peu de visibilité au jour le jour et pour moi, en tant que jeune entrepreneur, je trouve ça hyper important de mettre en lumière ces femmes qui se lancent en affaires, qui prennent des risques. J'ai envie de vous faire découvrir ces femmes que je trouve inspirantes, audacieuses, remplies de talent, rêveuses, qui désirent partager avec vous les projets, les idées et surtout les gens qui leur ont permis de se rendre où elles sont présentement. Évidemment, tout le monde sait qu'on ne naît pas entrepreneur et on ne le devient pas en claquant des doigts. Ce qui nous fait devenir entrepreneur, c'est les activités et les gestes concrets qu'on pose au quotidien qui vont nous mener vers le monde de l'entrepreneuriat. C'est clair que la création d'une entreprise, c'est un long processus d'élaboration et de création d'une idée entrepreneuriale. Pour la plupart d'entre nous, ça commence avec une idée qui peut sembler parfois un peu folle et irréalisable, mais qui nous passionne tellement que rien sur notre chemin peut nous arrêter jusqu'à ce qu'on ait atteint notre objectif. Aujourd'hui, j'ai le plaisir non seulement de vous présenter une femme d'affaires, mais par le fait même une jeune entrepreneur et une artiste. Je vous emmène dans le monde de Momo ici. Je vous présente Maude Richard, 22 ans, qui a parti son entreprise il y a de ça 2 ans. Maude est propriétaire de Momo ici, une entreprise qui propose des affiches d'aquarelle peintes 100 % à la main. À 20 ans, elle décide de se lancer sans le savoir dans le monde de l'entrepreneuriat. Maude, c'est une passionnée de dessin et de peinture, un hobby qui a longtemps fait partie de sa vie, mais qu'elle a égaré avec les années, comme certains d'entre nous perdent la flamme de leur passion de jeunesse. Mais par une belle journée d'été, elle a décidé de se remettre à ses pinceaux et de laisser l'inspiration venir à elle. À ce moment-là, elle était bien loin de se douter que la passion pour l'art se transformerait en entreprise du jour au lendemain. Sa passion a connu un énorme engouement. Et là, son entourage, sa famille, ses amis voulaient se procurer des œuvres signées Maude Richard pour agrémenter leur décor d'une touche artistique. Suite à ça, pour le plaisir, elle décide de se créer une page Instagram où elle publie des photos de ses œuvres. Et là, c'est à ce moment-là que son entreprise démarre pour vrai. Les gens lui écrivent, achètent des toiles et là, c'est le début pour elle. Sa passion devient réellement une entreprise à part entière. Et là, de plus en plus, le temps avance, plus les gens sont intéressés par ses produits. Et grâce à ces personnes qui ont cru en son art et qui ont su l'encourager quand c'était le temps, eh bien, son entreprise a vu le jour. Maude a su bâtir son entreprise autour de sa passion. Et comme n'importe qui se lance en affaires au début, on a le sentiment d'imposteur. Sentiment qu'on ressent quand on se lance dans cette jungle de l'entrepreneuriat. Parce que pour elle, le mot entrepreneur, ça sonnait gros au début. Mais avec le recul maintenant, elle est plus qu'heureuse de faire partie de ce monde. Quand Maude a parti Momo ici, évidemment, Maude, c'est une artiste incroyable, mais être entrepreneur, c'est bien plus que vendre un simple produit. Il y a beaucoup de travail derrière ça. Et comme n'importe qui démarre son entreprise, par moment, elle a dû apprendre sur le tas, comme on dit, et se tourner vers des gens de son entourage qui sont eux-mêmes entrepreneurs. Maude avait déjà certaines bases en marketing, ce qui l'a grandement aidé, évidemment, pour la gestion de ses réseaux sociaux. Étant artiste, elle a été en mesure de construire et de lancer par elle-même son site web de vente en ligne. Elle a aussi appris avec le temps à bien gérer ses chiffres et sa comptabilité. J'ai demandé à Maude, en tant que jeune entrepreneur qui est dans le domaine depuis peu, quelle est sa plus grande fierté et voici ce qu'elle m'a répondu. D'être rendue où je suis en ce moment avec mon entreprise après comme 2 ans et demi qu'elle existe. C'est sûr que j'ai vraiment parti de absolument rien. J'avais 0 abonnés sur mon compte Instagram, puis personne ne me connaissait. Puis maintenant, je suis bientôt comme à 1000 personnes qui me suivent. Puis j'ai un site web, des gens, des boutiques qui vendent mes choses. Fait que je dirais que c'est peut-être l'ensemble qui me rend vraiment fière après aussi peu de temps. Pour Maude, l'une de ses plus grandes fiertés, c'est le fait qu'elle ait réussi à partir son entreprise en peu de temps. Maude est heureuse de dire que l'entrepreneuriat est un beau défi personnel et qu'elle est heureuse de naviguer dans le monde des affaires et d'arriver à trouver un équilibre à travers chacune des choses qui se passent dans sa vie présentement. Momo ici, c'est une belle entreprise tenue par une jeune entrepreneure ambitieuse et créative qui a de grandes aspirations pour sa compagnie. Momo ici, c'est des affiches peintes 100 % à la main, plus d'une 50aine de designs, des cartes de souhait et bien plus à venir. Maude continue d'user de sa créativité pour développer des nouveaux produits qui sauront évidemment plaire à sa clientèle. En plus de vendre ses produits en ligne, Momo ici distribue dans quelques boutiques au Québec, dont Café Noisette, qui se trouve sur le territoire. Je crois que c'est très important et surtout très inspirant pour les femmes et les jeunes femmes de voir des modèles d'entrepreneuriat féminin, des femmes qui réussissent et qui continuent de mener leur entreprise vers de nouveaux sommets. Voici un conseil d'une jeune entrepreneur pour toutes les jeunes filles qui veulent se lancer en affaires, mais qui ont uniquement besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire. Pas avoir peur, puis de vraiment choisir un domaine qui les passionne,
jeunes qui les intéressent, parce que c'est beaucoup d'investissement de soi-même, de temps. Fait que c'est vraiment de choisir quelque chose qui va les motiver à toujours travailler là-dessus jour après jour. Puis tu sais, de ne pas avoir peur du jugement des autres aussi, de ce que les gens vont penser de vous, si ça marche ou si ça marche pas. C'est vraiment juste de le faire. Aujourd'hui, j'ai envie de terminer sur une citation que je trouve très inspirante et qui va certainement inspirer les femmes d'aujourd'hui à faire un pas vers l'avant et se lancer dans le vide, dans le vaste monde des affaires. La citation nous vient de Tory Burch, la créatrice de la mode haut de gamme du même nom. Ayez confiance, souvent les femmes entrepreneurs sont elles-mêmes leur propre challenge. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour découvrir une autre femme d'affaires inspirante du territoire. C'est le moment de jaser d'actualité télé pour l'émission de Brancher. L'automne est souvent un bon moment pour découvrir de nouvelles séries télé et encore plus lorsque des chaînes vous font profiter de leur programmation tout à fait gratuitement. C'est d'ailleurs le cas de Food Network Canada, YTV et Historia qui sont offertes en débrouillage pour tout le mois d'octobre. Pour connaître toutes les chaînes qui sont en débrouillage, rendez-vous sur le site de la CCAP dans la section Actualité télé. Vous êtes le propriétaire d'une voiture électrique? Eh bien, bonne nouvelle pour vous. La CCAP a récemment fait l'installation de bornes de recharge pour voitures électriques. Elles sont gratuites et disponibles pour les membres de la CCAP lors de leur visite à ses bureaux. La CCAP est consciente que la situation des derniers mois a eu un impact sur les habitudes de consommation de ses membres. Comme elle est soucieuse de toujours offrir les meilleurs services au plus bas tarif possible, elle est heureuse d'annoncer que la consommation Internet deviendra illimitée à compter du 1er novembre. Pour tous les clients qui sont abonnés à un plan Internet ou encore au service de télévision numérique, les détails se trouvent sur le site de la CCAP dans la section Nouvelles. Avec Chloé et Mange Local, en octobre, on visite la ferme Forêt Vive de Stoneham. On découvre le kombucha City et on déguste le miel de la coopérative agricole Rucher, le goût du miel de Sainte-Brigitte de Laval. Sachez que nous sommes à la recherche de femmes entrepreneurs sur le territoire de Lac-Beauport, Stoneham et Tewksbury, Notre-Dame-des-Laurentides, Lac-Saint-Charles, Lac-de-L'Age et Sainte-Brigitte de Laval pour l'émission Branchée à ccap.tv. Si vous connaissez une femme entrepreneur qui mérite de faire parler d'elle, écrivez au info@ccap.tv. Et finalement, ccap.tv est heureuse de mettre en lumière les commerçants d'ici afin de promouvoir la consommation locale, un service d'affichage qui est tout à fait gratuit. Si vous êtes un commerçant local et que vous cherchez une façon de rejoindre votre clientèle, de faire connaître vos services, de les informer des mesures que vous avez mises en place en lien avec la COVID-19, contactez-nous à l'adresse suivante. J'ai toujours voulu comprendre et démystifier des concepts simples de la vie de tous les jours. Le genre de choses qui sont acquises dans le monde moderne, sur lesquelles on se pose jamais ou très rarement des questions. Aujourd'hui, je vais répondre à la question « D'où vient mon eau potable? » Vous êtes-vous déjà posé la question d'où venait cette eau si bonne que vous vous servez lorsque vous faites couler votre robinet? Eh bien, aujourd'hui, je vais faire le tour de la question avec vous. Du moment où l'eau se trouve dans le lac jusqu'à ce qu'elle se retrouve dans votre robinet. Commençons par le commencement. Tout d'abord, il faut dire que la Ville de Québec compte plusieurs sources d'eau potable, dont le lac Saint-Charles qui se trouve ici même, dans la couronne nord de Québec. L'eau qui se trouve dans le lac Saint-Charles provient de divers cours d'eau, ruisseaux, rivières qui se trouvent autant dans le territoire de la Ville de Québec que dans ses municipalités avoisinantes. C'est le réservoir d'eau potable de quelques 300 000 citoyens de plusieurs villes de la capitale nationale. Le lac Saint-Charles constitue l'un des plus importants réservoirs d'eau de la Ville de Québec et il est utilisé quand même depuis 1854. Comment tout ça a commencé? Petit segment d'histoire. Dans les années 1850, l'aqueduc a été rendu nécessaire à Québec et la première prise d'eau fut le lac Saint-Charles. C'est à ce moment que la première conduite a été installée. Et de là a suivi la construction d'un barrage en 1934 qui a eu pour effet de rehausser le niveau du lac et ainsi augmenter la quantité d'eau disponible. Le barrage a été reconstruit en 1950 et a amené de nombreux changements dans l'écosystème. Petite branche d'histoire terminée. Avant que l'eau se retrouve dans votre robinet, elle doit se soumettre à un traitement qui est très rigoureux. Le traitement des eaux brutes pour la rendre potable dépend évidemment de sa qualité à l'entrée de l'usine et ça varie selon la période de l'année et la nature du plan d'eau. Pour ce faire, l'eau doit passer par plusieurs étapes et toutes ces opérations sont très essentielles parce qu'elles ont un seul but, produire une eau qui est salubre, inodore, incolore et évidemment sans goût. Le traitement complet de l'eau dure 2 heures. La chaîne de traitement d'eau débute par le pré-traitement
traitement de tamisage. L'eau est captée et passe à travers des grès et des tamis dans le but d'éliminer les gros débris, donc les feuilles, les branches, les roches, comme quand on était jeune et qu'on jouait dans le carré de sable. Ensuite vient la décantation, donc tout ce qui reste après le tamis, comme la boue et le sable, sont séparés de l'eau. Ensuite, l'eau est acheminée vers la prochaine étape, soit l'ozonation. L'objectif de cette étape, c'est d'éliminer tous les goûts, les odeurs, éliminer les potentielles bactéries, virus, retirer les matières organiques qui restent et finalement passer à l'étape suivante. Maintenant que l'eau est plus propre qu'à son arrivée, c'est le temps de la filtration. En ce moment, elle est acheminée vers des bassins de filtration qui vont lui permettre de retirer les dernières micro-impuretés. L'eau est maintenant prête pour la dernière étape qui consiste à corriger le pH en ajoutant différents produits comme le chlore pour la nettoyer. Avant que l'eau se retrouve dans l'aqueduc, elle est d'abord acheminée vers de gros réservoirs. L'eau traitée reçoit finalement un contrôle de la qualité minutieux pour être certain d'offrir la meilleure eau possible qui répond aux normes gouvernementales qui sont très rigoureuses. Donc, n'ayez aucune crainte quant à la qualité de l'eau qui sort de votre robinet. D'ailleurs, saviez-vous qu'une fois traitée, l'eau ne passe pas plus de 24 à 48 heures dans le réseau? Fun fact, saviez-vous que la quantité d'eau potable traitée par la Ville de Québec chaque année équivaut à plus de 100 milliards de litres d'eau potable qui sont envoyés dans l'aqueduc? Dites-vous que ça représente 35 000 piscines olympiques. C'est énorme. Et autre fait intéressant qui vous fera peut-être poser des questions sur votre consommation d'eau potable. En moyenne, une personne consomme 500 litres d'eau par jour. C'est fou, pensez-y, là. Mais il y a la toilette, la laveuse, le lave-vaisselle, la douche, le robinet. Donc, la prochaine fois que vous allez vous brosser les dents et vous ferez couler l'eau, pensez à la fermer parce que c'est très important. L'eau est encore aujourd'hui une ressource naturelle que l'on prend un peu trop pour acquis. Maintenant que vous connaissez le chemin par lequel votre eau potable passe, peut-être que vous serez plus conscient de ce que vous buvez la prochaine fois que vous allez vous servir un verre d'eau. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre capsule. Aujourd'hui, dans la chronique techno, je vous parle de géolocalisation, c'est oui ou c'est non. Vrai dire que la géolocalisation, depuis le jour 1, fait jaser, principalement parce que les gens se sentent brimés dans leur intimité. Un peu normal, qui veut se faire suivre partout? C'est la pandémie qui a enflammé la discussion lorsque de nombreux gouvernements à travers le monde ont décidé de se rallier à la géolocalisation des citoyens via les téléphones cellulaires afin de faire suivre les consignes des autorités publiques. Alors, vrai de dire qu'aujourd'hui, au-delà d'être une question d'intimité, c'est un enjeu de sécurité publique. Force de constater que la réaction du public reste la même. Tout comme quand vient le temps de parler de géolocalisation en couple ou encore par les employeurs. Oui, j'ai bien dit par les employeurs. À l'origine, la géolocalisation a été conçue pour des besoins de l'armée américaine. En 1993, Bill Clinton décide d'ouvrir cette technique au grand public. Des services sont alors apparus permettant de localiser des objets, des personnes, de gérer des flottes de véhicules sur un plan ou une carte à l'aide de coordonnées géographiques. Depuis quelques années, la géolocalisation s'est démocratisée et est très utilisée notamment pour la navigation routière. Ces positions sont obtenues à l'aide de systèmes de radionavigation par satellite, GNSS. Le terminal le plus connu au plus grand public, c'est GPS, Global Positional System. Mais à savoir qu'il existe de nombreuses autres technologies de localisation. Au-delà des nombreuses technologies, il y a de nombreuses utilisations possibles, surtout dans un contexte de pandémie. Ailleurs dans le monde, dont en Chine et en Corée du Sud, les gouvernements ont pris la décision de géolocaliser les téléphones cellulaires des citoyens. Le constat, on observe que cette technique fonctionne très bien pour arrêter de nombreux résidents qui se déplacent en contravention avec les ordres des autorités. Au Québec, le jour J était le 3 avril dernier, quand la Sûreté du Québec se préparait à utiliser les téléphones cellulaires pour géolocaliser à leur insu les citoyens qui refusaient de se placer en isolement pendant la pandémie de la COVID-19. La question reste, est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est une atteinte aux droits de la personne? La réponse est que la loi mentionne qu'un ordre du directeur de la santé publique est suffisant pour que toute personne, y compris un agent de la paix, fasse tout ce qui est raisonnablement possible pour localiser et appréhender une personne fautive. Habituellement, les ordonnances pour géolocaliser un téléphone ou espionner les conversations à distance sont utilisées dans le cadre d'enquêtes criminelles, par exemple pour connaître les allées et les venues d'un suspect dans une affaire de meurtre, ou pour savoir avec qui communiquer ou avec qui en fait communique un trafiquant de drogue. De telles mesures de surveillance avaient jamais été employées
dans un contexte de santé publique. Fait que ça serait clairement une situation qui est inédite dans l'histoire du Québec. Toutefois, suite aux consultations publiques et aux nombreuses recherches, le constat final est que le Québec n'ira pas de l'avant avec le déploiement d'une application de traquage pour combattre la pandémie. Du moins pour l'instant. Mais le gouvernement confirme qu'il testera la robustesse de la solution fédérale pour être immédiatement prêt si la seconde vague frappe. Dur de définir comment on se sent par rapport à tout ça. La réponse est semblable lorsqu'on parle de géolocalisation en couple, entre amis ou en famille. La semaine passée, la question est venue à table. Vous, est-ce que vous vous localisez? À la fameuse question. Notre réponse était oui et eux, non. C'est là que je me suis demandé, est-ce que je suis normale? Surtout que la majorité de mes proches, incluant mon ancienne coloc habitant en France, possèdent ma localisation. Ma justification est principalement pour le côté fonctionnel de la chose. Plus besoin de te poser la question, t'es-tu chez toi? Qu'est-ce que tu fais? Es-tu arrivé? Par contre, mon ami le psychologue Michael Stora, auteur de Hyperconnexion, lui n'est pas vraiment d'accord avec mes arguments. Il dit que la géolocalisation est en fait un outil pour assouvir le désir de contrôle de autrui. Et maintenant, je me questionne, est-ce que je suis contrôlante? Au-delà de vous faire suivre par vos propres proches, c'est possible que votre boss utilise la géolocalisation. Des dispositifs de géolocalisation peuvent être installés dans les véhicules, utilisés par des employés pour suivre. Ça justifie aussi facture la prestation de transport de personnes, de marchandises ou de services directement liés à l'utilisation du véhicule. Par exemple, les ambulances, dans le cadre de la dématérialisation de la facture de l'assurance maladie, d'assurer la sécurité des employés, des marchandises ou des véhicules dont ils sont à la charge. Mieux allouer sinon des moyens pour des prestations à assouplir ou des lieux qui sont dispersés, notamment pour les interventions d'urgence. Par exemple, quand même assez utile, identifier l'employé le plus proche d'une panne d'ascenseur ou l'ambulance la plus proche d'un accident. Et ce n'est qu'un début. Mais assurez-vous, hors des utilisations fonctionnelles, il est illégal de géolocaliser ses employés sur les heures du temps personnel. Mais quels sont les faits réellement? En tout cas, au final, si vous aviez à choisir votre camp, peu importe le contexte, vous êtes team géolocalisation ou non? Hâte de voir le beau débat. Écrivez vos commentaires sous cette vidéo ou écrivez-nous au ccap.tv. On se dit à la prochaine Chronique Techno.